Bonjour à tous, bienvenue Municipal Hebdo. Bonjour Marion. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité, cette semaine, on va se poser une question. Les affaires en tout genre ont-elles un impact sur les élections? Les écoutes de Nicolas Sarkozy continuent à faire des dégâts, mais cette fois au sein de la majorité. Le gouvernement se retrouve pris au piège. À quelques jours du premier tour, le climat devient irrespirable. Nous reprendrons également notre tour de France des villes. Nous irons à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Après le retrait de Dominique Voynet, les APTI s'aiguisent pour reconquérir cet ancien bastion communiste. Pas moins de 6 listes de gauche s'affrontent. Enfin, nous essaierons de prendre un petit peu de hauteur dans cette campagne. Direction Saint-Pierre-d'Entremont, petit village situé entre l'Isère et la Savoie. Pour les habitants, la droite, la gauche, ce n'est pas l'essentiel. Bref, une autre vision de la politique. Et comme chaque semaine dans Municipal Hebdo, nous recevons Roland Quérol. Roland, bonjour. Vous allez décrypter pour nous l'actualité. Et cette semaine, on commence donc par cette semaine politique marquée par les suites des écoutes de Nicolas Sarkozy. L'affaire a pris un tour très politique. Le gouvernement était-il au courant? C'est la question qui a agité la classe politique. La ministre de la Justice nie, puis le Premier ministre reconnaît qu'ils ont été informés fin février. Christine Taubira reconnaît finalement avoir été mise au courant des mises sur écoute, mais pas du contenu. Les écrits attestent le contraire. Les explications de François Goulin. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir menti ou d'être fragilisé aujourd'hui? Christiane Taubira n'en démord pas. Non, elle n'a pas menti concernant les écoutes de Nicolas Sarkozy. Elle ne savait rien et continue, selon elle, de ne rien savoir. Je n'ai toujours pas d'informations concernant la date, la durée, le contenu des interceptions judiciaires. Il paraît que j'ai des synthèses d'écoute. Voilà exactement ce qui est remonté à la chancellerie. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interceptions judiciaires, c'est votre liberté. C'est pourtant bien ce qui est écrit noir sur blanc sur les documents brandis par la garde des Sceaux. Le journal Le Monde les a déchiffrés. Il y a la date et un résumé des écoutes de l'ancien chef de l'État. Une défense difficile, mais ce mercredi, la garde des Sceaux gardait toute la confiance du Premier ministre. Oui, elle a sa place au gouvernement, et ce qui n'a pas sa place, c'est la rumeur, c'est la désinformation, c'est le dénigrement. On assiste à une opération d'enfumage de professionnels de la désinformation qui, parce qu'ils ont des choses à se reprocher, pensent que c'est les autres qui en sont coupables. C'est l'opposition qui est ainsi montrée du doigt, accusée par le chef du gouvernement de vouloir faire oublier ses démêlés avec la justice. L'UMP exigeait quelques heures plus tôt que la ministre de la Justice quitte ses fonctions. La garde des Sceaux a menti. Dans ce contexte, il n'est pas possible qu'elle reste en fonction. Sa démission, face à ce mensonge, est inéluctable. La réponse du chef de la majorité socialiste à l'Assemblée ne s'est pas fait attendre. Monsieur Copé, lui, est un faiseur de scandale permanent. Il surréagit, il surjoue. On dit même que dans son parti, il surfacture. Il est tout le temps dans le fait de vouloir ajouter du scandale pour essayer de jouer l'opinion publique, pour essayer de jouer la confusion, pour essayer de faire surtout en sorte que l'on oublie les faits mêmes qui sont aujourd'hui reprochés à l'UMP et à Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été mis sur écoute dès le 3 septembre dernier dans l'enquête sur le financement de sa campagne de 2007. Une enquête dont Christiane Taubira a été régulièrement informée, comme l'atteste le papier qu'elle tient à bout de bras. Roland Quérol, nous sommes en pleine période électorale. Quel impact peuvent avoir ces affaires sur les élections ? On n'en sait pas vraiment grand-chose, surtout qu'il peut y avoir des situations différentes selon les villes. Mais ce qui est probable, dans ce qu'on voit du retour des terrains, des instituts et des études qualitatives, c'est qu'au fond, la réaction des gens, c'est d'abord, mais dans quel monde vivons-nous ?
une espèce de lassitude à ne pas y croire. Le feuilleton que nous avons vécu est incroyable. Aucun inventeur de fiction n'aurait osé aller aussi loin. L'empilement des affaires, Copé, Big Malion, les enregistrements de Buisson, l'information judiciaire contre Sarkozy, la gauche qui se prend totalement les pieds dans le tapis dans la gestion de sa communication, c'est ahurissant. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'on va avoir encore plus d'abstention dans ces municipales. Que les gens, voilà, c'est à la fois la gauche et la droite qui les écœurent. Je pense que déjà on s'orientait vers une abstention importante à ces municipales et qu'on va battre les records historiques. Roland Quérol, de mémoire, vous avez souvenir d'une semaine aussi horrible pour les deux camps finalement ? Non, alors une semaine aussi calamiteuse. Non, on a connu des affaires. On a vu la République de temps en temps secouée par des affaires qui ont peut-être plus encore marqué l'opinion. Vous savez, on se lasse de tout et on s'habitue aussi à vivre au moment des affaires. Mais c'est vrai que là, il y a une séquence qui est tout à fait incroyable et qui, je crois, ne peut que renforcer cette espèce de regard de plus en plus décidément suspicieux que les Français ont à l'égard du politique. C'est la parole publique qui est remise en cause aujourd'hui. Absolument. Comment faire confiance aux hommes politiques, etc. Absolument, la parole publique, les institutions, la façon dont elles fonctionnent, oui, une perte de crédibilité, une perte de légitimité. Je crois que les politiques devraient faire extrêmement attention à ça. Je crois qu'on est à un moment où on ne peut pas seulement se servir de ce qui se passe pour essayer de tirer la couverture à soi, mais il faudrait que, comme dans les grands pays démocratiques, majorité et opposition ensemble trouvent des méthodes pour essayer d'avoir des façons de faire les choses et de façon de contrôler l'un l'autre, que ces choses se passent de façon transparente. Si on ne fait pas de ce genre de choses, je crois qu'on va avoir de plus en plus cette désaffection qui est grave pour un fonctionnement démocratique. Carole, on va poursuivre maintenant notre tour de France et on va commencer par un petit tour dans le sud de la France. On va prendre le chemin du Vaucluse et plus précisément de Carpentras où empêtré entre des querelles de droite et de gauche qui ont du mal à faire front contre l'extrême droite, eh bien le FN se prend à rêver. Reportage sur place Jean-Baptiste Daoulas, Marie Labatte. Il est l'homme qui monte à Carpentras. Hervé Delépinaud, avocat, père de famille et candidat du Rassemblement Bleu Marine. En 2012, Marine Le Pen avait attiré 28% des voix. Quelques semaines plus tard, sa nièce, Marion Maréchal, devenait l'une des 2 députées de la ville. L'accueil de la population est, je dirais, le reflet de l'attente exprimée en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière d'identité. Et nous sommes la liste qui présente le programme le plus en adéquation avec les aspirations de la population. Le Front National progresse, mais en face, gauche et droite partent divisés. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui. Eh ouais. À gauche, le terrain est glissant pour le maire sortant. Un conflit acharné oppose Francis Adolphe à une partie de son ancienne équipe. Franchement, je trouve que c'est un peu hard, quand même. Hein. Il faut donner de sa personne. Oui, il faut donner, il faut être en forme, c'est comme une compétition. Tout à fait. Il ne faut pas répondre aux choses inutiles, il ne faut pas perdre de temps dans les attaques personnelles, des choses comme ça. Les gens de gauche ont toujours des difficultés de se rassembler, de toute façon, c'est ça. C'est la démocratie. Les idées à gauche sont formidables, toujours. On apprend beaucoup de choses. Elles sont très bien au niveau démocratique et au niveau avancé des idées. Mais par contre, il y a une difficulté de les réaliser. Moi, ce que j'apporte, c'est ça. C'est vraiment la pugnacité pour réaliser les idées. La gauche est minoritaire à Carpentras. En 2008, Francis Adolphe a gagné grâce à la division de la droite. Mais cette année, son ancien premier adjoint, Farid Farissi, a monté une liste contre lui, au risque de faire le jeu du FN. Pourquoi venir nous dire l'extrême droite, l'extrême droite? C'est ce qu'on agite pour nous faire peur. On n'a pas le droit à la démocratie. À Carpentras, c'est le candidat unique. Dans ce cas-là, on annule les élections. Finalement, la liste de Farid Farissi a été invalidée en préfecture, mais il a déposé un recours devant le Conseil d'État. Allez-y, bonjour madame. Futur maire. Alors on va essayer, futur maire, oui, on fait tout pour. Et la droite n'est pas plus unie. En 2008, Jean-Luc Becker s'est maintenu au 2e tour contre le candidat UMP. Cette année, il est investi par l'UDI et toujours contre l'UMP. L'élection se jouera au 2e tour avec les alliances et on trouvera des alliances entre la droite républicaine et la droite intelligente, dirons-nous. Intelligente ou républicaine, l'autre droite à Carpentras, c'est lui, Julien Aubert, jeune député UMP.
Parachuté dans le Vaucluse il y a 2 ans, il enchaîne les visites pour combler son déficit de notoriété face à Jean-Luc Becker. Alors il y en a certains qui disent ouais Becker, c'est un arriviste, il a fait fortune, donc il y a une part de jalousie, ils ne vont pas voter pour lui. Après pour M. Aubert, ils vont dire ah il n'est pas d'ici, il est déjà député, quand est-ce qu'il sera en mairie? C'est les questions. C'est vrai qu'à mon avis un député maire ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un maire, puisqu'il peut interpeller très directement les ministres sur des sujets qui concernent sa ville. Une démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns. Contre les querelles de personnes, une liste citoyenne, ancrée à gauche, espère changer la donne à Carpentras. Ce soir, elle accueille un spectacle sur la démocratie. Nous voulons replacer le politique à son niveau le plus noble et ne pas s'embourber dans les histoires d'ego. Droite et gauche confondues, il y aura donc au moins 4 listes contre le Front National. Au deuxième tour, il faudra jouer serré pour accéder à la mairie. Alors Roland Quérol, division de la droite, division de la gauche, ça profite au Front National. C'est profitable pour le FN parce qu'il y a des divisions, c'est un phénomène durable? Je crois qu'il y a un peu les deux choses. Là, dans ce qu'on vient de voir, il y a évidemment le fait que la division de la gauche et la division de la droite, mathématiquement, ça aide le Front National. Parce que s'il y a simplement, si on mesure à Carpentras à gauche, droite, Front National passe pas. Donc ce qui peut éventuellement lui permettre de passer, c'est le fait qu'ils auront donné avant le premier tour le spectacle de la division. Et du coup, les rabibochages d'entre-deux tours peuvent ne pas convaincre. Mais c'est vrai qu'il se passe par ailleurs dans l'ensemble de la région, nous le voyons bien, un renouvellement du Front National. Là, Marine a réussi à trouver des équipes qui font monter l'image nouvelle du Front National. Je pense à Beaucaire, je pense à Tarascon. Il y a un certain nombre de communes dans lesquelles, plus encore peut-être qu'à Carpentras. Historiquement, le Front National est implanté dans la région depuis des années. Le Front National est implanté depuis longtemps. C'est plutôt une droite radicalisée au départ. Et maintenant, elle est un peu rejointe, comme on l'avait vu dans le Nord, par une classe populaire plus importante. Parce que justement, à Carpentras, lors des dernières élections, finalement, ce ne sont pas les quartiers les plus cossus qui ont voté Front National, mais les quartiers les plus populaires. Comment vous l'expliquez? Je crois, par cette conjonction, on a eu au départ dans le midi de la France, c'était plutôt des petits commerçants, des artisans, des gens de profession libérale qui se sont radicalisés, qui venaient de la droite modérée. Et puis ils ont été progressivement, dans les années 90-2000, rejoints par des ouvriers, des employés, des chômeurs, qui exprimaient leur angoisse sociale, leur refus du système, parce qu'ils avaient des problèmes d'emploi, de reconversion. Regardez les problèmes des centres-villes dans toutes ces petites villes de province. Il y a évidemment, le look a changé, l'identité, on ne la retrouve pas toujours, et on voit bien qu'il y a à la fois un mélange de problèmes économiques, de douleurs sociales et d'identité. Mais par contre, on ne parle plus forcément des questions d'immigration, de sécurité, qui ne sont pas forcément très présentes. À la vérité, on en parle énormément dans ces communes. On vient de citer Carpentras, Beaucaire et Tarascon. On en parle énormément. Mais on prend souvent des gants. On dit eux, vous savez, et puis on dit plus les Arabes, on dit les musulmans. Voilà. La thématique a évolué, mais les mots aussi, visiblement, ont évolué. La réalité de ce qu'on appelle là-bas les musulmans, ça veut dire quand même c'est les mêmes qui continuent à être la victime et l'une des cibles importantes de cette campagne électorale. Évidemment, et encore une fois, le chômage et l'emploi qui sont au cœur vous de savez, toutes les problématiques. Quand le racisme monte, c'est parce qu'économiquement ça va pas. Et on s'en prend toujours dans ces cas-là à l'autre qui serait la cause de tous nos maux. Arnaud Montebourg, Manuel Valls, qui font une tournée anti-FN, ils sont allés à Carpentras. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut faire changer d'avis les électeurs? Est-ce qu'ils sont un réel effet? Sûrement pas, mais ça peut armer un peu les militants. Vous savez ce que c'est? Les gens qui font quand même le boulot qui peut marcher dans une campagne électorale. Par exemple, le porte-à-porte, le fait qu'on mette de la littérature, des tracts dans les boîtes aux lettres. de la littérature. Ça c'est lu. C'est les gens qui, quand ils choisissent, il y a beaucoup de gens qui lisent ce qu'on leur met dans leur boîte. Et puis le porte-à-porte, tout le monde sait maintenant depuis la campagne d'Obama que ça marche de mieux en mieux. Donc voilà, c'est les militants qui font ce boulot. La venue des leaders parisiens, ça sert à rien pour les électeurs, mais c'est pour eux. C'est pour eux, les militants, ils se sentent dopés et ils vont plus facilement faire le boulot après. Alors nous allons maintenant nous arrêter sur la région parisienne et plus précisément Montreuil.
Montreuil, où la guerre des gauches. Dominique Voynet jette l'éponge et ne se représente pas à la mairie. De quoi aiguiser les appétits. Ils sont 8 candidats. Jean-Pierre Brard, l'ancien maire, espère bien retrouver son siège. Face à lui, la nouvelle génération. Razia Madi, Patrice Bessac. Pour mieux comprendre la situation, regardez ce reportage de Germain Andrieux et Caroline Motte. Après Montreuil la verte, c'est le retour de Montreuil, la rouge, mais version rouge sang. Bonjour. Vous habitez Montreuil? Opération petit déjeuner avec Patrice Bessac, le candidat officiel du Front de gauche. Ça, c'est la liste Montreuil Avenir, avec l'ensemble du Front de gauche. Il y a une partie des socialistes qui nous ont rejoints. Du Front de gauche, des socialistes, avec au moins 5 candidats à gauche, difficile, voire impossible de s'y retrouver, et surtout d'oublier une atmosphère très pesante. Il y a eu un mauvais climat, nous avons été victimes de fausses affiches d'annulation, il y a eu des actes d'agressivité. Il faut que ça change. On ne peut plus supporter dans cette ville qu'il y ait des oppositions en permanence. On veut maintenant reconstruire du solide. Allez, on dit un mot. Face à lui, Jean-Pierre Brard, il n'est pas investi, mais garde sur son affiche le logo du parti. Ici, tout le monde le connaît, c'est l'ancien maire de Montreuil. Bonjour Magid, ça va? Oui. Dans son programme, pas question de dissoudre la ville dans le Grand Paris. Après 4 mandats, il a perdu les clés de la mairie en 2008 face à Dominique Voynet. Aujourd'hui, elle jette l'éponge, alors pour lui, c'est l'heure de la revanche. Pour Dominique Voynet, Montreuil n'était qu'une marche d'escalier. Et s'il avait été battu dans ces conditions, sa vie politique était terminée. Avant son arrivée, Montreuil n'était pas une ville où existait la violence politique. Et au soir du premier tour, sa consigne de vote est claire, aucune alliance avec les écologistes ou les socialistes. Et là encore, rien n'est simple. On se retrouve ici à 19h20 ? Voici Razia Madi, il doit faire face à une candidature dissidente. Et je te prends des 50 propositions. Parfait. Ce candidat socialiste officiel connaît bien la ville, c'est le député de la circonscription. Impossible de prédire les résultats, sa seule certitude, il n'y aura aucun accord avec Jean-Pierre Brard. Ça veut dire pas possibilité d'union avec ceux qui proposent de sortir de la communauté d'agglomération. On recherche des partenaires plutôt que se chercher des adversaires, comme certains dirigeants politiques de Montreuil l'ont fait pendant 30 ans et on a vu le résultat. Bonjour madame, Manon Laporte, de la droite et du centre. Pour la droite, Montreuil reste une terre de mission presque impossible, avec aujourd'hui aucun siège au conseil municipal. Cette fois, Manon Laporte mise sur une permanence mobile et surtout l'unité. Son objectif, survivre au premier tour et s'opposer à Jean-Pierre Brard. C'est son fief, la ville lui appartient. D'ailleurs, son slogan, c'est « Ma ville, j'y crois ». Donc, si vous voulez, il faut absolument qu'il reprenne ce qu'il a perdu. Et ça fait 6 ans qu'il ne pense qu'à reprendre sa ville. Mais il reste une inconnue, l'exaspération des Montreuillois. Contrairement à leurs habitudes, ils risquent tout simplement de choisir l'abstention au premier tour. Allez, Montreuil, la guerre des gauches, c'est notre zoom de la semaine. Et pour en parler, Sébastien Thomas, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le journal Parisien, aujourd'hui en France, bien évidemment. Alors, Montreuil, est-ce que c'est devenu Dallas ? Ah bah si on voit, effectivement, si on regarde un peu les déchirures qu'il y a à gauche, il y a comme 7 listes à gauche, oui, ça s'en rapproche beaucoup. Le climat est extrêmement violent, on l'a vu dans votre reportage. Et derrière, on peut se demander s'il peut y avoir des accords quelque part au second tour, parce qu'au premier, cette liste, ça va être terrible. C'est la première fois que je vois qu'il y a 6 personnalités qui peuvent se maintenir au deuxième tour. C'est absolument incroyable. C'est une première, Roland Queiroz aussi. Oui, probablement une première, oui. Absolument. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été donné il n'y a pas très longtemps, qui a été fait uniquement sur le premier tour, parce que les accords possibles au second tour sont tellement nombreux que les sondeurs n'ont pas osé pronostiquer quoi que ce soit. C'est l'une des dernières grandes villes, c'était l'une des dernières grandes villes communistes, Montreuil, qui a basculé donc avec Dominique Voynet. Vous pensez un retour de Jean-Pierre Brard possible aujourd'hui? Lui, il clame que c'est le maire historique. Est-ce que les Montreuillois attendent Jean-Pierre Brard? Ça, il l'exprime dimanche prochain. Si effectivement on en juge derrière le dernier sondage qui a été effectué par France 3, qui donne Jean-Pierre Brard à 27%, c'est effectivement et de loin le mieux placé, puisque son challenger Patrice Bessac n'est qu'à 22%. Cela dit, il a fait toute sa campagne contre les autres candidats. Il a toujours considéré, alors il a déjà une forte envie de revanche.
Il a toujours considéré que c'était sa ville. Dans une interview que j'ai revue il n'y a pas très longtemps à France 3, il expliquait que ce n'était pas la ville de Dominique Voynet, mais la sienne. Donc il a un fort désir de revanche. Le problème, c'est qu'il s'est mis à dos l'ensemble des autres candidats et qu'il est difficile de croire qu'au second tour, il puisse rallier d'autres listes. Et vous croyez, vous, au deuxième tour, que tout le monde s'entendra, qu'il y aura finalement ce qu'on peut appeler peut-être un tout sauf Jean-Pierre Brard? Je pense qu'effectivement, derrière, il va y avoir beaucoup de négociations, que ça, c'est une thématique suffisamment forte peut-être pour rallier, pour rassembler, mais simplement, il faudrait que chacun des candidats mette un peu leur ego de côté et qu'ils acceptent de partir derrière le mieux placé, en l'occurrence, encore une fois, d'après sondage qui, je le rappelle, n'est que fait sur 600 personnes. Place Bessac en deuxième position à 22%. Vous, ces sondages, qu'est-ce que vous en pensez, Roland Quérol? Vous connaissez très bien ce monde des sondages. C'est une indication, mais c'est vrai que c'est des échantillons forcément un petit peu faibles, que les marges d'erreur sont importantes, mais c'est des indications. Je suis persuadé qu'au moment où le sondage est fait, l'ordre en tout cas d'arrivée est celui qui est enregistré par le sondeur. Mais la dernière ligne droite est très importante dans une élection comme ça, parce que les gens se font vraiment leur intention de vote au dernier moment. Donc ça peut bouger. Il y a des villes dans lesquelles tout paraît joué, et on sera surpris dimanche de voir des résultats un peu différents. En quelques années, le visage sociologique de Montreuil a changé. Beaucoup de Parisiens, de bobos se sont installés là-bas. Est-ce que ça change aussi la donne politique? Alors, on a pu croire effectivement avec l'arrivée de Dominique Voynet que la catégorie qu'on appelle bobo a joué pour permettre son élection. Cela dit, quand on regarde, si on cumule donc Jean-Pierre Brard, apparenté PC, Patrice Bessac, PC, on arrive à 49%. Il y a beaucoup de villes en Seine-Saint-Denis qui sont communistes et au premier tour, je ne suis même pas sûr que la candidate ou le candidat atteigne ce chiffre-là. Donc, les catégories bobos, on se demande un peu où ils sont. Si visiblement, c'est pas eux, en tout cas, qui vont faire forcément la différence. Ouais. C'est les Montreuillois, les Montreuillois, et puis anciens. je reprendrai les termes que M. Quérol a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi, je pense que les gens en ont assez, sont un peu catastrophés de l'ambiance de violence dont parlait Dominique Voynet, qui a en partie, en tout cas, poussé à ce qu'elle ne se représente pas. Et la vraie question, ça va être l'abstention. Est-ce que les gens n'en ont pas marre? Dans le reportage, vous le montriez aussi, il y a eu plein de petits faits qui assez mesquins contre les uns, contre les autres, qui sont vraiment de la base politique. Et il n'est pas évident, même si Montreuil est une ville très politique, les habitants le sont beaucoup, que derrière, il n'y ait pas un effet abstention. Alors si on élargit un tout petit peu sur la Seine-Saint-Denis, notamment il y a un candidat qui est, pour Montreuil, Razia Hamadi, qui est soutenu par Claude Barthollet. Et on sait qu'il soutient énormément de candidats dans la Seine-Saint-Denis. Certains l'appellent même le parrain. Est-ce que c'est vrai? Le parrain, oui, c'est Dominique Voynet qui avait utilisé ce terme et Bartholone l'avait repris en disant le parrain, si je peux moi aider, donner des coups de pouce. Sur la région. En tout cas, il n'y a pas une nomination des candidats PS en Seine-Saint-Denis qui n'était faite sans son imprimature. Ça, c'est une évidence. Maintenant, sur Montreuil, il peut essayer effectivement de convaincre Mounavi Près de retirer sa candidature et d'Hamadi éventuellement d'aller derrière Bessac. Mais bon, tout ça, ça va être très compliqué pour le second tour. On le voit, Claude Bartholone essaye de placer ses poulains justement en Seine-Saint-Denis avec Stéphane Troussel à La Courneuve ou Mathieu Hanotin à Saint-Denis. C'est stratégique, Roland Quérol? Ah oui, c'est un vrai système de parrainage en tout cas. Je ne sais pas si on peut l'appeler le parrain avec d'autres références, mais oui, en effet, il est quelqu'un qui tisse un système d'influence à partir du département dont il a été le président du Conseil général et il entend évidemment conduire la suite de sa carrière. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, c'est très très bien, mais qu'il voudrait aller ailleurs. Voilà. Et que donc, évidemment, le département lui sert énormément dans cette construction. Faire basculer les villes communistes vers des maires socialistes. Oui, c'était évident que les conquêtes de Seine-Saint-Denis, à commencer par Saint-Denis, sont évidemment très symboliques. Et en fait, les communistes ont effectivement beaucoup accusé de s'attaquer à leur bastion. On lui a dit, mais nous, on n'a rien volé, ce sont les électeurs qui nous ont fait confiance. Et effectivement, il est dit que, il s'en cache pas d'ailleurs, que la seconde étape de son plan, c'est effectivement l'accession à la métropole du Grand Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est, comme on doit être conseiller municipal, il est sur la liste auprès Saint-Germain. Vous voyez, vous, d'autres bastions communistes qui risquent de tomber dans les mains socialistes, et là, dans ces cas-là, ça ferait un peu exploser les accords, évidemment. Alors, la question, celle qui est la plus symbolique, c'est Saint-Denis, où il y a effectivement Mathieu Hanotin qui se présente contre Didier Paillard. Est-ce que ça va basculer? C'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, ce serait l'une des villes les plus symboliques et sur lesquelles, effectivement, les regards vont être beaucoup tournés. Oui, il n'y aura pas que Montreuil, on va s'intéresser à beaucoup de villes, notamment de la Seine-Saint-Denis. Absolument. Merci, en tout cas, Sébastien Thomas, de nous avoir éclairé sur Montreuil et sur le reste de la région. Mercredi, direction Grenoble, bastion socialiste, mais convoité par les écologistes.
succédera à Michel Destaut à la tête de Grenoble. Après 3 mandats, le maire sortant socialiste quitte son fauteuil. Il a désigné son successeur, une succession pas si paisible car les écologistes convoitent la mairie et une lutte inédite à gauche a commencé. Jean-Baptiste Daoulas, Marie Labatte. Le hasard fait bien les choses, c'est un fauteuil rouge et vert qui attend Éric Piolle. À Grenoble, Europe Écologie Les Verts est allié avec le parti de gauche, contre la droite, mais aussi contre les socialistes et le parti communiste. Ça part bien d'une dynamique locale et d'une dynamique collective, citoyenne, écologiste, de gauche. Par contre, c'est vrai que c'est une gauche par envie, pas une gauche par habitude. Grenoble est devenu un symbole pour le parti de gauche. Depuis Paris, Jean-Luc Mélenchon et ses amis misent beaucoup d'espoir sur la ville. On est un certain nombre de dirigeants nationaux à venir soutenir cette liste à Grenoble parce que voilà, ce qui se passe ici en termes de synergie, de dynamique nous paraît intéressant avec pour la première fois depuis longtemps une vraie possibilité d'alternative réelle à gauche. Et donc la possibilité, voilà, disons-le clairement, de passer devant le Parti socialiste. Un premier sondage place la liste rouge et verte devant la droite, mais encore loin derrière le candidat socialiste. Après 3 mandats, le député-maire Michel Destaut a laissé la place à son premier adjoint. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Jérôme Safar ne veut parler que de Grenoble. Les Grenoblois, ils veulent savoir demain comment le développement économique de leur ville est assuré, comment les transports et leur développement sont assurés, comment l'urbanisme sera construit, comment la démocratie locale va être revitalisée. Donc je laisse à M. Mélenchon et à ses amis de l'extrême gauche parisienne leur délire et leur discours sur Grenoble. Dans les sondages, les 2 listes de gauche pèsent environ 60% des voix. À Grenoble, la droite en est réduite à compter les points, en attendant le 2e tour. Et puis vous savez, il va y avoir la question de l'alliance entre l'ultra-gauche et le Parti socialiste. Et ça, je pense que les Grenoblois n'accepteront pas. La gauche est à la fois divisée sur le plan de la stratégie électorale, mais en plus, ils ne partagent en rien, ils ne partagent aucun projet pour Grenoble. Donc les conditions de leur éventuelle alliance seraient particulièrement scandaleuses sur le plan de l'avenir de notre ville. Mais rien ne dit que les 2 listes de gauche fusionneront dans l'entre-deux tours. Depuis 2008, les écologistes ont pris l'habitude de siéger dans l'opposition. Roland, on le voit, c'est inédit finalement, ces alliances à gauche, Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire que oui, c'est inédit et en même temps à Grenoble, ça monte depuis longtemps. Il y a eu les affrontements entre Michel Destaut, le maire sortant, et M. Avrilier, puis M. Mérieux pour les écologistes, et ça a vraiment souvent cogné assez fortement. Et puis il a toujours eu, parce que Monsieur Safar maintenant, Monsieur Destaut avant, c'est des socialistes modérés, hein, des gens qui représentent bien l'ingénieur de Grenoble. Et donc, évidemment, ça a fait naître sur sa gauche, ce genre de protestation, d'envie d'en découdre. Donc voilà, ça arrive finalement aujourd'hui sur la place publique avec des listes qui s'affrontent dans une campagne qui est assez vive, mais tout ça a en plus des liens, des racines assez solides qui se sont forgées avec les années. Des racines, encore une fois, sur la guerre des gauches, quoi. Oui, sur la guerre des gauches, absolument. On le voit Absolument. Ici à Grenoble, et ce sont des villes dans lesquelles la droite pèse suffisamment peu pour que la gauche puisse se déchirer. Ça n'a pas toujours été vrai. Rappelez-vous que M. Carignon a gouverné cette ville. Mais aujourd'hui, la gauche est dans une telle position qu'on sait que de toute façon, ça sera un maire de gauche. Elle peut se permettre quelques guerres internes. Eh oui, là, elle peut se permettre. Remarquez, elle se divise parfois dans des endroits où elle ne devrait pas le faire. On dit aussi que Grenoble, c'est le laboratoire de l'écologie politique. Les Verts ont préparé de longue date, finalement, cette candidature, cette avancée. Absolument. Et les écologistes, dans leurs différentes facettes, ont toujours été extrêmement forts à Grenoble. Il y a une culture écologiste extrêmement puissante à Grenoble, avec non seulement des partis politiques, mais un mouvement associatif d'environnemental qui est extrêmement puissant. Oui, c'est un des lieux de vitrine possible pour l'écologie française. Et si possible ou pas de gagner pour les Verts là-bas ? Écoutez, qui serait presque la ville symbolique, parce qu'il leur manque cette ville symbolique pour les Verts. Moi, je pense que les municipales, c'est quand même très difficile pour eux, parce que il y a une représentation proportionnelle de la minorité, mais il faut quand même gagner au scrutin majoritaire. Et c'est extrêmement compliqué pour un parti qui, en plus, est allié au niveau national avec le Parti socialiste, de faire entendre une originalité et d'espérer gagner au scrutin majoritaire. Donc,
voilà, on verra bien. Tant que les urnes ne se sont pas prononcées, l'élection, ça peut réserver des surprises, mais c'est un scrutin difficile. Roland Quérol est passé de Grenoble et maintenant on va remonter un petit peu. On va aller vers Paris. On va s'intéresser à la campagne d'Anne Hidalgo. La candidate du Parti socialiste fait la course en tête dans les sondages. Elle a organisé jeudi son meeting de campagne au Cirque d'hiver des militants, des élus parisiens. Un ancien Premier ministre au premier rang. Anne Hidalgo s'est adressée à tous les Parisiens sans prononcer le nom de sa principale adversaire. On l'écoute. Je ne suis pas dans l'invective, dans une campagne de caniveau. Moi, j'ai envie de m'adresser aux Parisiens avec ce qu'ils ont de force, de positif et d'atouts. Et cette ville a énormément d'atouts. Je ne veux pas perdre mon temps à parler d'une adversaire qui n'aime pas Paris. Anne Hidalgo, elle fait le parcours sans faute ou sans risque? Un peu les deux, hein. Quand vous ne prenez pas de risque, ou guère de risque, vous risquez pas de faire de grosses fautes. Elle a fait une campagne assez tranquillement inscrite dans la succession de Bertrand Delanoë. Il n'y a pas de bouleversement dans les programmes. On précise un peu plus, on va un peu plus loin. Mais voilà, on reste dans les lignes de celles que nous connaissons dans la municipalité parisienne depuis 2001, en véritable héritière et en véritable adjointe qu'elle était de Bertrand Delanoë. C'est quand même largement la même équipe et on retrouve les mêmes animateurs de campagne. Donc voilà, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'éclat. Vous savez, Paris, normalement, pour que la droite puisse la gagner, vu le peuplement des arrondissements et le fait qu'on vote par arrondissement, la gauche devrait faire la droite devrait faire 54% des suffrages sur le premier tour. C'est extrêmement difficile à réussir. Donc, elle a intérêt à faire une campagne assez pépère, Anne Hidalgo, puisque normalement, voilà, et les sondages le confirment, Paris est aujourd'hui favorable au Parti socialiste. Elle s'est quand même permis d'apporter quelques critiques de temps en temps contre la politique du gouvernement. Il faut bien, parce qu'elle sait bien que son électorat, à Paris, comme l'électorat de gauche qui a voté Hollande en 2012, il est pour une petite moitié à peu près, déçu, plein de désillusions par rapport à la politique du pouvoir. Et donc le problème, c'est de les faire venir aux urnes quand même. Vous savez, l'électorat parisien, c'est très particulier. De ce point de vue, non, il est tout à fait ressemblant à l'électorat national. Ce sont des gens qui ont voté Hollande, ont espéré quelque chose d'Hollande, même si la campagne ne l'espérait pas, eux, ils l'espéraient, et qui aujourd'hui vivent la désillusion par rapport au changement insuffisant. Donc il faut les faire voter. Et donc il faut bien de temps en temps, pour Anne Hidalgo, montrer qu'elle n'est pas solidaire en tout du gouvernement. Justement, les Parisiens qui votent Anne Hidalgo, ils votent pour quoi? Ils votent pour la personnalité d'Anne Hidalgo, pour son programme, ou ils votent parce qu'elle est socialiste tout simplement? Ouais, je crois que c'est un mélange de tout ça. On l'a beaucoup attaqué sur sa personnalité. Voilà, la personnalité d'Anne Hidalgo n'est pas encore totalement cernée par les Parisiens. C'est pas quelqu'un qui a un charisme tel qu'on aurait succombé. Un peu plus pendant la campagne. Alors voilà, c'est ce que je dis. On est petit à petit en train de voir la variable Hidalgo qui est en train de se dégager. Mais on voit bien que ce qui a fabriqué ces intentions de vote qu'on a vues dans les sondages tout de suite assez haut, c'était l'inscription dans la suite de Bertrand Delanoë et c'était le fait qu'aujourd'hui, la sociologie parisienne est plutôt favorable à la gauche socialiste. Avec un meeting en forme de passation de pouvoir. Donc oui, c'est un peu ça, parce que Bertrand Delanoë ne rendait pas les clés, avec des larmes aux yeux. Bref, c'était le passage de témoin. Allez, loin des grandes villes et des batailles politiques, nous allons nous intéresser aux villages et aux petites communes. Nous sommes allés à Saint-Pierre d'Entremont. C'est un village coupé en deux entre l'Isère et la Savoie. Dans chacun des départements, un maire candidat unique, une vocation. Et là-bas, peu importe la droite ou la gauche, ce n'est pas ce qui compte. Elle a mis un peu de temps à s'adapter au costume. Mais désormais, sa mairie, elle ne la quitterait pour rien au monde. Brigitte Bienassi brigue un deuxième mandat à Saint-Pierre d'Entremont. Pour son village, elle se bat sur tous les fronts. Quand on fait un nouveau groupe scolaire, quand là on a fait avec la communauté de communes une station essence publique, quand on se bat pour garder notre bureau de poste, quand on améliore le service de déneigement, voilà, c'est des choses qui font que ça fait plaisir. Jean-Paul Petit est lui aussi candidat, toujours à Saint-Pierre d'Entremont, mais de l'autre côté de la rivière. Le Guiers, frontière naturelle et administrative. Entre la Savoie et l'Isère, il n'y a qu'un pont. Jean-Paul Petit a choisi de revenir ici après 20 ans de vie parisienne. En prenant la tête de la mairie, il n'avait qu'une idée en tête, le rétablissement financier de son village.
Moi, je gère la commune un petit peu comme une entreprise. Donc voilà ma philosophie. Un homme, une femme, main dans la main, deux personnalités, deux sensibilités. C'est vos gîtes. Mais sur de nombreux dossiers, les deux élus travaillent ensemble. Ce gymnase a coûté 1 800 000 €. Ils l'inaugureront bientôt tous les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre effectivement de travailler chacun dans son coin. Hein. Et naturellement, ça permet d'optimiser un petit peu les budgets. Il y a plusieurs équipements qu'on gère en commun entre l'Isère et la Savoie. Parce que assez naturellement, c'est le même bassin de vie. Donc même pour les habitants, à la limite, ils habitent à un endroit, mais ils utilisent les deux côtés. Brigitte, Jean-Paul, deux candidats, sans concurrence. Car être maire d'un village de montagne de 400 habitants, c'est beaucoup de tracasseries au quotidien. Avant la prochaine ouverture de ce téléski, il y a encore une tonne de papier à remplir. Et là, c'est vraiment le côté un peu désagréable de la fonction, c'est qu'on a de plus en plus effectivement de procédures, d'administration, de normes à respecter, et ça freine beaucoup. Mais ça n'arrête pas Brigitte, la passionnariat du service public, qui parfois se fait rappeler à l'ordre. De temps en temps, mon mari, il met un peu les hauts là en disant « Oh là, ça commence à... » ou les enfants. Et voilà, ça me restreint un peu, quoi. Sinon, c'est vrai que j'aurais tendance à y passer ma vie entre le boulot et la mairie. Mais en même temps, si je le fais, c'est que c'est passionnant. Hein. Je ne veux pas non plus faire croire que je suis martyrisée ou que c'est pesant outre mesure, quoi. Unis, les Savoyards et Isérois de Saint-Pierre, cela rapporte quelques bonus. Il y a des contraintes importantes et administratives notamment, et puis il y a des avantages. Voilà. Il y a des subventions, on les a en double, par exemple. Tout sourire à la même table, mais ne venez pas à parler politique. Les étiquettes ici, elles restent dehors. Alors on le voit, Roland, ces deux maires, c'est une vraie vocation pour eux, maires de montagne. Mais récemment, on l'a vu, il y a quand même une crise de vocation pour tous ces maires de petites communes. Pour quelles raisons? Vous savez, c'est devenu très prenant d'être maire, parce qu'il n'y a pas seulement comme avant le service des habitants qui viennent vous embêter pour la moindre chose jour et nuit, mais il y a aussi une nécessité d'expertise financière, une responsabilité juridique. C'est devenu complexe les dossiers de tout, y compris des petites communes. Plus le fait qu'on est souvent membre d'une agglomération et qu'il faut aller voir, ou d'un district, qu'il faut aller voir les autres. Donc c'est incroyablement prenant pour une indemnité faible et pour une reconnaissance que les gens estiment de plus en plus faible. Donc le dévouement à ce point, ça risque en effet de se perdre. C'est quand même le métier, en tout cas ceux qui nous disent, ce sont le métier le plus noble, en tout cas c'est la politique en gros comme on aimerait l'avoir plus souvent. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'on a énormément de communes dans ce pays, 36 700 communes, il faut une vingtaine de pays européens pour arriver à faire aussi bien que nous. Donc peut-être la spécificité aussi française. Oui, c'est une spécificité. Tout le monde dit que ça fait un tissu démocratique formidable, très bien, mais on peut aussi comprendre que progressivement, il y a des regroupements de communes. Dans les communes dans lesquelles il n'y aura finalement pas de candidats, c'est ce qui se passera. La commune sera rattachée à une commune proche. On a trop de communes, selon vous? On a trop de normes, on a trop de... Écoutez, si je disais une chose pareille, tous ceux qui nous regardent en ce moment se dresseraient contre moi. Le patriotisme communal est incroyablement fort en France. Mais je crois qu'objectivement, c'est très difficile de faire vivre pendant très longtemps autant de communes. Je pense que déjà, les agglomérations, les contrats qui ont été passés entre les communes sont une préfiguration de ce qu'on vivra dans les années qui viennent. Alors vous le savez évidemment, la campagne se passe aussi sur Internet. C'est le buzz de la semaine. Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Mickaël. Alors les nouveautés aujourd'hui de la semaine, on commence par quoi? Eh bien on commence à Paris avec les web-séries lancées par les deux candidates PS et UMP. Alors leur objectif c'est de convaincre les jeunes d'aller voter. Côté Hidalgo, la série Vous faites quoi le 23 mars qui interpelle les citoyens sur les dates des élections. Vous allez voir avec Pierre Arditi. Côté NKM, une web-série de 10 épisodes sur les axes de la campagne et vous pouvez voir l'intégralité sur le site Le Lab Europe 1. Regardez. Le 23 mars sincèrement, ça tombe quel jour? Le 23 mars, je vais aller voter. Non, de gars bizarres. J'arrive, je me dépêche. Tu vas remonter en 2 secondes, tu parles.
Alors l'autre nouveauté, on en a beaucoup parlé cette semaine, ce sont les web interviews de Bernard Tapie, un des candidats à la mairie de Marseille, qui sont diffusés depuis mercredi. Donc à 71 ans, le nouveau propriétaire de la Provence se lance dans l'interview avec des face-à-face quand même de 52 minutes. C'est long. Ce qui ne plaît pas à Reporters sans frontières, qui dénonce un jeu dangereux pour la démocratie. J'ai isolé un petit bout qui, moi, me plaît bien. On regarde. On m'a dit que jeune, vous pratiquiez le water-polo. Un peu. Mais le water-polo, à l'époque, on nageait et on jouait au water-polo un peu comme une récompense. Roland Quérol, d'un mot peut-être sur ce tous à table avec Bernard Tapie et les candidats à Marseille, un peu un retour des années 80 aussi. Oui, c'est vraiment le personnage de Tapie tel qu'il a plu à beaucoup de Français, tel qu'il a été repris, que les Guignols l'ont exagéré. Oui, c'est le retour du Tapie nanar. Et Aurélie, nous allons passer à votre candidat star de la semaine. Voilà, bon, candidat star, eh bien c'est le candidat normal. À présent que les listes sont déposées, on connaît un peu le portrait robot du candidat. Alors sur le site du Courrier des maires de France et du Nouvel Obs, on apprend que ce candidat, eh bien c'est plutôt un homme de 50 ans qui s'appelle plutôt Michel et qui est à la tête d'une liste sans étiquette. Le Courrier des maires de France qui souligne par ailleurs que seuls 17% des têtes de liste sont des femmes. Il reste encore un peu de travail de ce côté-là. Voilà. Et sur Twitter, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça gazouille? Alors, notons ce tweet d'un supporter de Charles Bégudet. Nous sommes toujours à Paris. Selon le vieil adage, regardez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bien lui, il colle ses affiches tout seul. Et puis toujours à Paris, l'accident 2.0 de la semaine, eh bien c'était en début de semaine. C'est ce mail relayé sur Twitter d'une assistante qui croit écrire à une KM, mais se trompe de destinataire, parlant d'une interview, on voit pas très bien, mais d'une interview pas très folichonne et qu'il ne faudrait pas gonfler, je cite, la candidate. Et enfin, nous allons finir en chanson. Alors, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo. Je sais que vous allez le regretter, surtout vous, Roland. La vidéo des fans de Patrick Balkany, de Tuer ma famille, car elle a été supprimée de la toile parce que Jean-Jacques Goldman... Ça aurait un petit coup d'œil. Voilà, parce que Jean-Jacques Goldman a protesté sur l'utilisation de cette chanson. Mais je vous ai trouvé sur le site Municip LOL, attention, la vidéo karaoké de Max Bénard. Je vous laisse deviner où se présente Max Bénard. Sur Saint-Ly, la rivière, allons mettre la lumière avant que les trop tard, allons vote Max Bénard. Dans la place pour les uns, dans la place pour les autres et la main... Voilà, Max Bénard qui est donc candidat à Saint-Louis de la Réunion. Voilà, on termine en chanson Roland Quérol. On se dit à la semaine prochaine. Merci Aurélie. On se retrouve donc la semaine prochaine et on refait encore un peu le tour de France des élections municipales. À la semaine prochaine.